il y a des thèmes qui sont plus difficiles à aborder parce que avec l'événement des médias sociaux, avec les courants sociaux depuis 10-15 ans, il y a des thèmes qui sont de plus en plus difficiles à aborder publiquement, qui sont de plus en plus tabous parce qu'on subit les foudres de ceux qui n'aiment pas entendre ça ou qui n'aiment pas entendre, par exemple, des faits scientifiques parce que ça va contraire à ce qu'ils pensent et ça les heurte. Et donc, l'objectif n'est jamais de heurter personne, c'est juste de faire face à des choses qui sont vraies scientifiquement. OK? Donc, l'intelligence émotionnelle, ça n'existe pas en termes d'intelligence émotionnelle. OK? L'intelligence émotionnelle, en fait, ce n'est pas un construit qui est clair. Okay? Il y a plusieurs articles scientifiques qui se sont posés de plus en plus la question sur qu'est-ce que c'est finalement. Ça a été propulsé par Daniel Goldman dans les années 2000, mais ça n'a pas eu de support scientifique. Aussi, il y a eu beaucoup, ça a pogné beaucoup ce thème-là parce que c'était une forme d'intelligence qu'on pouvait développer. Donc, évidemment, les gens se sentent moins impuissants face à quelque chose sur lequel ils ont le contrôle, donc développer des forces, OK, comme l'intelligence émotionnelle. Le problème, c'est que c'est pas une réelle forme d'intelligence parce que l'intelligence émotionnelle est explicable par des traits de personnalité, OK, en partie l'extraversion. Et en grande partie, l'agréabilité. L'agréabilité, c'est un des 5 traits de personnalité qui existent de façon biologique chez tous les humains en dehors de la culture. Donc, indépendamment de la culture, il y a bel et bien 5 traits de personnalité. Il y en a 5, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 2, il y en a 5 qui sont documentés, qui sont extrêmement solides, scientifiquement parlant, statistiquement parlant, et qui prédisent le comportement, dont les comportements sociaux. Les comportements sociaux, par exemple, l'empathie, la capacité d'écouter, la capacité d'être sensible à la réalité des autres, ça se reflète davantage par des traits de personnalité, entre autres celui qui s'appelle l'agréabilité. Donc, le trait de personnalité qui rend justement empathique, qui nous rend sensibles aux autres, aux émotions des autres, le fait qu'on recherche le consensus, qu'on cherche à faire plaisir aux autres, qu'on cherche à créer des émotions positives chez les autres, réduire les émotions négatives. Donc, tout ça, c'est davantage ça qui explique les comportements de type intelligence émotionnelle, mais ce n'est pas une forme d'intelligence en soi. Il n'y a qu'une seule forme d'intelligence qui est mesurée par un estimé, et l'estimé s'appelle le QI. Okay? Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je pense que c'est important parce que même au cours du dernier mois, je donnais mon avis sur est-ce que oui ou non on devrait ou pas connaître notre QI. Puis mon opinion, c'est généralement, la réponse c'est non. Puis on doit se comporter comme si on a un super gros QI à quelque part et plein de talent et on doit travailler à faire avancer notre vie en conséquence. Et je pense que je maintiens toujours ça. Mais juste ça, le fait de dire ça, là, ça a soulevé tout un débat là, sur Internet. Oui, mais là, on devrait, s'il y en a qui sont des génies, puis on le sait pas, puis fait que c'est un sujet sensible. C'est un sujet qui est très sensible. Donc, il y a définitivement des habiletés émotionnelles, des habiletés relationnelles. Ça, c'est vrai. Ce sont des habiletés. Ce n'est pas une forme d'intelligence. Okay? Ce qui est très différent. La seule forme d'intelligence qui est mesurée par le QI, c'est le G factor. Okay, qui est l'espèce de processeur central qui explique les multiples formes d'intelligence ou de talent. Dans le fond, on peut le mettre en cluster selon un seul facteur qui s'appelle le G. Okay? Donc, même chose, l'estime de soi. L'estime de soi aussi, c'est une business scientifique étudiée, l'estime de soi, parce qu'il y a énormément de subventions qui est dédiée à l'estime de soi. Pourquoi je dis que ce n'est pas un réel construit? C'est encore là, c'est qu'on a de la misère à déterminer qu'est-ce que c'est exactement l'estime de soi. C'est difficile à identifier parce qu'il est en overlap, c'est-à-dire en superposition avec d'autres construits, comme par exemple, en anglais, on appelle ça le self-liking ou le self-worthiness. Puis tu as toutes des sous-échelles très, très documentées qui existent déjà. Donc, même si on essaie de les remplacer avec un concept qui est plus large, ça crée pas un nouveau concept pour autant. Ça reprend des sous-concepts et c'est ce qu'on remarque. Et c'est ce qu'on remarque aussi quand on analyse plus précisément la validité puis la fiabilité des échelles, entre autres le Rosenberg de l'estime de soi, qui est l'échelle la plus utilisée pour mesurer l'estime de soi. On s'aperçoit qu'il y a quand même des problèmes dans cette échelle-là, bien qu'elle soit largement utilisée.
C'est important, cette affaire-là, parce que méthodologiquement, là, ce qui est difficile en psychologie, c'est comment tu sais que quelque chose existe. Pourquoi on ne crée pas un nouveau concept demain matin, puis on dit, ben quoi, ça existe? Ben, c'est parce qu'il faut le mesurer. Puis comment on le mesure? C'est avec des stats, c'est avec des mathématiques. OK? Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, la psychologie, parce qu'on est dans un monde intangible. C'est difficile, hein, se retrouver un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qui est quoi? Ça existe-tu? Ça existe-tu pas? Puis aussi, il y a plein de concepts qui sont tellement alléchants, puis sont tellement bien marketés, puis tellement sexy, puis qui nous donnent le goût d'en savoir plus que il y a un marketing autour de ça. Puis il y a de l'argent à faire autour de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a des modes, il y a toutes sortes d'affaires, hein, dans l'intangible, hein, où il y a du flou, il y a de la business qui s'entremêle là-dedans, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est ça. L'estime de soi ou autre concept. Comment on fait pour savoir si un concept est valide? Une des choses, c'est qu'il faut savoir si ce concept-là va expliquer ou prédire un comportement. OK? Fait que ça, c'est vraiment une des façons solides de dire, si ça existe, on va être capable de prédire des choses concrètes avec ça. Si ton construit ou ton nouveau concept, il prédit rien du tout, ça veut dire qu'il renvoie pas quelque chose de tangible. Donc, lorsqu'on essaie d'analyser l'estime de soi, est-ce qu'il prédit des choses? Ben, c'est pas l'estime de soi ou les échelles d'estime de soi qui prédisent, qui ont la meilleure prédictabilité de comportement, c'est encore une fois l'échelle de personnalité. Donc, par exemple, l'estime de soi est beaucoup plus explicable par une extraversion élevée, et l'extraversion qui est beaucoup reliée aux émotions positives, et un neuroticisme qui est faible. Le neuroticisme, c'est un autre trait de personnalité qui est caractérisé par la fréquence et l'intensité et la sensibilité aux émotions négatives. Donc, lorsque le neuroticisme est faible et l'extraversion élevée, on s'aperçoit qu'on retrouve un score d'estime de soi. Mais l'estime de soi tout seul, les échelles ne prédisent pas très bien le comportement, tandis que l'échelle de personnalité le prédit très, très bien. Donc, dans le fond, il s'agit de personnalité. Donc, la question qui est très valide, c'est OK, mais on semble avoir du résultat lorsqu'on travaille là-dessus. Ça veut-tu dire, est-ce qu'on hallucine? Non, on n'hallucine pas du tout. Lorsque, dans le fond, on travaille l'estime de soi, dans le fond, ce qu'on travaille, c'est de diminuer les émotions négatives d'un enfant, d'un jeune, d'un humain, et d'augmenter les émotions positives, dont l'extraversion. OK? Donc, c'est l'objectif. Évidemment, ça dépend de la façon dont on le travaille. Premièrement, changer les traits de personnalité, c'est extrêmement difficile. Quand on travaille avec des jeunes, c'est un petit peu plus malléable, mais ça se rigidifie beaucoup là, dès la vingtaine, de l'âge adulte, donc ça bouge pas beaucoup. Par contre, oui, lorsque les émotions négatives diminuent, puis on sent que l'extraversion va augmenter, les émotions positives vont augmenter, on va sentir que la personne est mieux dans sa peau, elle s'apprécie mieux, elle a un meilleur impact social également. Donc, on va voir que l'estime de soi, entre guillemets, s'améliore. Maintenant, il y a plusieurs façons d'améliorer l'estime de soi, par exemple. OK? Les émotions négatives, ben premièrement, les traits, hein, comme je le dis, ça bouge pas beaucoup, c'est assez rigide. Par contre, on peut bouger un peu certains traits à moyen long terme, ok, ou du moins faire en sorte que les traits qui nous handicapent le plus nous handicapent moins. Pour diminuer les émotions négatives, ça aide à augmenter les capacités d'affirmation personnelle, donc toutes les habiletés de communication. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis concentré là-dessus dans Psychom, parce que la communication, c'est un des outils les plus puissants pour organiser ou profiter de nos traits de personnalité et diminuer les émotions négatives. Parce que lorsqu'on a des meilleures habiletés de communication, dont l'affirmation personnelle, c'est-à-dire être capable de dire les choses qu'on veut dire plutôt que d'éviter, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'évitement émotionnel, donc ça ne favorise pas l'émergence des émotions négatives. Justement, ça favorise la stabilisation des émotions négatives. Donc, plus une personne est capable d'avoir des dialogues, de mener les dialogues, d'aller vers l'avant, de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, de poser des questions, ça stabilise les émotions négatives beaucoup parce que les émotions négatives carburent beaucoup à l'impuissance. Et lorsqu'une personne ne s'exprime pas, elle se sent coincée à cause d'habiletés de communication, eh bien, ça va augmenter beaucoup les émotions négatives. Donc, une façon de diminuer les émotions négatives, c'est d'augmenter l'extraversion. Dans l'extraversion, il y a deux sous-échelles importantes. La première, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la capacité à communiquer ses émotions positives.
Il y a des gens qui communiquent pas beaucoup leurs émotions positives. C'est important de travailler l'enthousiasme, selon moi. Souvent, on associe la communication avec des grosses conversations lourdes, puis là, c'est comme si on fait l'association entre le dialogue, ça sert à résoudre des problèmes. Oui, ça sert à résoudre des problèmes, mais ça peut pas être que ça. Et on prend pour acquis les émotions positives parce qu'on fait, oui, je mérite. Oui, mais c'est correct aussi que ça prenne de la place dans nos dialogues. Donc, je pense, ça c'est mon opinion personnelle, là, je pense que l'expression d'émotions positives doit prendre nettement plus de place, c'est-à-dire beaucoup plus de dialogue sur des choses qui vont bien, puis comprendre comment ça se fait qu'ils vont bien de cette façon-là. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important parce que si quelque chose va bien, ça veut dire qu'il y a un algorithme qui fonctionne pour soi. Ça veut dire qu'on est capable de décortiquer les facteurs qui nous rendent capables de reproduire quelque chose qui va bien. C'est ça l'idée. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que le centre de nos dialogues doit cerner exclusivement nos émotions négatives ou des conflits, ou des enjeux ou des divergences d'opinion. Okay? L'autre aspect de l'extraversion, c'est assertiveness, affirmation personnelle. Être capable, même si l'autre personne ne sera pas d'accord, d'être capable d'aller vers l'avant dans un dialogue, être capable de dire ce qu'on pense, d'être capable d'écouter l'autre personne, mais de parler de ce qu'on vit. C'est super important. Donc, lorsqu'on travaille ça avec une personne, lorsqu'on travaille l'affirmation et lorsqu'on travaille l'enthousiasme, c'est-à-dire, je parle pas de ressentir des émotions. Là. On peut pas ressentir des émotions à volonté. Okay? C'est un processus qui arrive relativement naturellement. Ça ne se force pas des émotions. Par contre, on peut faire le choix stratégique de parler. Donc, ça, c'est faisable. Donc, lorsqu'il y a cette modification-là, cette culture-là du développement de l'expression verbale, l'expression émotionnelle positive et de l'affirmation personnelle, ça diminue l'impuissance, donc ça diminue la masse des émotions négatives, ça augmente l'extraversion et donc le compound des deux s'appelle l'estime de soi. Donc, ça, c'est une des choses. L'autre chose, il y a un autre trait de personnalité qui s'appelle la conscienciosité. La conscienciosité, c'est la capacité d'être organisé, d'être précis, de manier des éléments abstraits puis les faire converger vers des buts, d'être persévérant, de résister aux interférences. Donc, ça, c'est la conscienciosité qui est le deuxième trait, le deuxième facteur qui explique le plus le succès dans le monde, tant au niveau académique que professionnel. OK? Donc, la conscienciosité, c'est la capacité d'organisation. C'est la capacité aussi de voir dans le futur et de prévoir le futur et s'organiser en fonction d'un but qui ne sera pas renforcé dans l'instant présent, mais bien dans le futur. OK? Donc, la conscienciosité, c'est pourquoi c'est corrélé avec le succès, parce que le succès, il n'y a rien d'instantané là-dedans. La conscienciosité, c'est le constructeur dans nous qui planifie les choses. On a absolument, absolument besoin de ça. Donc, lorsqu'une personne bâtit des capacités ou des comportements de type consciencieux, c'est-à-dire de type organisation, de type non procrastinant, de type prendre en charge des responsabilités, de type planification des actions, d'aller vers les buts, ça crée un énorme renforcement parce qu'on construit sa vie. Et une personne qui construit, qui avance vers ses buts, va se sentir très puissant plutôt qu'impuissant, ce qui va également contribuer à diminuer les émotions négatives, donc le neuroticisme. Donc, ça se joue beaucoup sur trois aspects, neuroticisme et c'est quoi l'extraversion et la conscienciosité. Quand là, on travaille sur ces plans-là avec des jeunes ou des adultes, c'est la même chose, ce sont des humains, eh bien, on voit qu'une personne est mieux dans sa peau.